Est-ce que Tshisekedi a sali mabe ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. C'était le 24 avril 1990-1990 que le maréchal Mobutu avait décrété seul devant sa conscience le multipartisme en République démocratique du Congo. Alors, quel parcours 33 ans après, il y a des années réflexion, il y a l'isolo, il y a politique mokonalelo. Est-ce que santé, il y a démocratie dans la République démocratique du Congo? Et ça, kotambola malamu. Est-ce que tout ça, kokemalamu sous Félix Tshisekedi? 33 ans, on peut finalement dire que RDC est un pays démocratique ou peut-être Ezakaka Kombo. Un politologue connu, Ezali Focas Kukelemena Azanabiso Elongo, chercheur na sciences politiques Ndeko Focas Mbote. Mbote Mingi Ndeko Jacques, merci pour l'invitation. Nazali na isengo ya koya ko répondre pour na tusulula makambo ya mboka. Na pesi Mbote na équipe technique ils ont biso en charge pe bateau pa kolanda biso na ndako pe na ba réseaux sociaux. Merci. Mais vous étiez où en 1990, le 24 avril? Bon, j'étais ici 94, c'est ça? 90. 90. 24 avril. Oui, j'étais à l'Inikin. J'étais en train de faire, parce que j'ai commencé à l'Inikin, en train de faire la chimie. Ok. Voilà. Okay. Je devais faire la médecine. Chimie, médecine, Sciences Po. Voilà, je devais faire. Je suis venu parce que ma mère voulait que je puisse être médecin. Ok. Alors, quand je suis arrivé, inscription, c'était plein, carton. Et moi, à l'époque, j'habitais Binza. Donc, j'habitais aux zones. Alors, vous regardez la distance, j'arrivais toujours en retard, je n'avais pas de place. Et ça m'a traumatisé. Alors, j'ai regardé à côté, juste à côté. Il y a une salle, la chimie. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Donc, je vais aller, parce que je fais les humanités biochimie. Okay. Alors, je n'étais pas à côté de la plaque et je me suis inscrit dans la logique de pouvoir. J'ai fait les transferts parce que j'étais inscrit en médecine et puis, bon, c'était facile pour moi. Et voilà, donc, à l'époque, j'étais là. Mais puis après, tu te retrouves en Sciences Po. Oui, après, il y a eu rupture. J'ai connu des problèmes sérieux. Mon père est décédé. Et à l'époque, on a évolué. Il y a eu cette histoire de Ngouma au Bindo. C'était Bindo d'abord. Bindo, oui. Alors, quand il y avait eu fermeture des universités, de l'université de Kinshasa précisément, je n'ai pas pu supporter le chômage et surtout que j'ai commencé à étudier avec beaucoup de difficultés. Ouais. Donc, la mort de mon père m'avait beaucoup affecté, surtout sur le plan de soutien. Il y a un ami à lui qui était Papa l'État, il était député, puis après ministre dans le gouvernement de Mongolou Diaka. Il était ministre de budget. C'est lui qui essayait un peu de faire tant soit peu pour que je puisse continuer les études. Mais quand il y a eu fermeture, je me suis dit non, je ne pouvais pas continuer comme ça, embêter un parent qui a ses enfants et puis à tout moment. Et voilà, je me suis lancé dans autre chose et j'ai arrêté avec les études. Quand je suis allé faire ce que je suis allé faire, et puis à un moment donné, ça a marché. Et puis bon, comme c'était à l'extérieur du pays, mais moi j'avais la passion de pouvoir continuer mes études. Je me trouvais un peu ridicule. Il est vrai que ce que je faisais, ça marchait, mais je ne me sentais pas dans ma peau, avoir l'argent, avoir une notoriété financière, mais sans de bons diplômes universitaires, ça me dérangeait. Alors maintenant, à cette époque-là, ce qui me préoccupait, ce n'était plus la médecine. Parce que ma mère voulait que je sois médecin à cause d'elle. Donc, elle était une femme qui tombait souvent malade, que moi, j'étais toujours à ses côtés. C'est moi qui achetais les médicaments, c'est moi qui conseillais. Elle voulait que tu sois son médecin. Voilà. Alors, à l'époque, je me suis dit, bon, comme je suis pris à côté de ma mère,
Et cette passion-là, je ne l'ai plus. Maintenant, ce qui me préoccupe, c'est la pauvreté qui sévit dans mon pays. Comment les gens sont pauvres comme ça? Pourquoi ailleurs, partout où je vais, je trouve que quand même, il y a une vie, il y a une organisation. Mais pourquoi chez nous, ça ne marche pas? Alors c'est cette angoisse maintenant qui m'a orienté maintenant vers les Sciences Po. Pour dire, est-ce que dois-je faire le droit? Non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois nécessairement interroger une science qui gère la cité. Et c'est pourquoi je suis allé m'inscrire en Sciences Po pour comprendre les pourquoi de chaque chose dans une société. Et là, j'étais exactement dans ma place et j'ai bien évolué. Voilà. Mais tu chantes bien aussi. Ouais, je ne chante vraiment pas, mais je suis un penseur lyrique. C'est-à-dire que, en fait, mon souci, c'était pas de chanter, mon souci, c'était de passer un message. Tu chantes tes réflexions. Voilà. Je prends mes réflexions, qui sont des réflexions politologiques, je souligne bien, un travail scientifique de rédaction, j'ai la problématique, j'essaie un peu d'examiner la problématique, et je m'en vais à des suppositions jusqu'à ce que je vais répondre à cette énigme-là pour qu'enfin l'on puisse éclairer. Parce que c'est une approche pédagogique de la socialisation politique. Et je le fais sur le support musical que moi-même j'ai créé comme concept, la politicophonie. La politicophonie qui signifie tout simplement les réflexions politologiques divulguées par les sons. Okay. Voilà, c'est ça la politicophonie. Et c'est juste parce que j'avais compris que ma société ne lisait pas. Pour multiples raisons. La première chose, c'est la pauvreté qui sévit dans le pays. La plupart des gens n'ont pas de moyens. Difficile d'acheter des livres. Deuxième, culturellement, il est difficile parce que la notion de la lecture, nous ne l'avons pas. Même ceux qui sont des chercheurs ou bien des enseignants, ils ne lisent que quand ils sont devant les épreuves. Et puis, l'autre option, c'était, j'ai étudié, j'ai trouvé que si on mettait dans les ouvrages papier, tout simplement, ça va rester dans les placards. Et quand ça reste dans les placards, c'est-à-dire que je n'ai pas avancé. Et mais pourquoi j'ai produit? Ce qui était dans ma tête, je vais ressortir pour mettre dans les placards. Or, dans la recherche, quand vous ressortez quelque chose, il faut maintenant que ça soit consommé. Alors j'ai trouvé qu'un moyen qui m'est disponible par les fonctions des faits et de la technologie, j'ai trouvé que les Congolais aiment la musique. Mais est-ce que le fait d'aimer la musique et de lire moins ce qui est sur papier, est-ce une faiblesse ou c'est parce que nous appartenons à des sociétés ou à une société de l'oralité, par exemple, et c'est notre spécialité, c'est-à-dire on communique mieux oralement que par l'écrit. Il faut regarder ça comme une faiblesse. C'est un fait, parce qu'en fait, c'est un travail, comme je l'ai dit, c'est un travail qui a bénéficié de beaucoup de réflexes scientifiques. Anthropologiquement, l'homme noir, nous, les Congolais en particulier, nos aïeux pondaient des réflexions. Mais ces réflexions-là, parce qu'ils étaient bités à la culture de l'oralité, ils n'écrivaient pas, ils ne lisaient pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils pratiquaient pour parvenir à pérenniser leurs pensées, transmettre le message? Alors, ils faisaient des chansons qu'on appelle des chansons anthologiques. Ce sont des chansons, quand vous allez par exemple dans les domaines où nos aïeux initiaient les jeunes dans la société, ils entonnaient des chansons qui préparaient leur mental, leur comportement, leur attitude. Dans la chanson, ça contenait des messages. Et c'est comme ça que ces chansons-là étaient pérennisées par le fait que cela était
une façon de conserver. Parce qu'au fait, en dehors de la divulgation, il y a aussi les mécanismes de la conservation de la réflexion. Alors, donc, pour nos aïeux, comme ils n'écrivaient pas, pour conserver, il fallait faire des chansons de leur réflexion. Ça, c'est une conservation. Mais aussi parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'écrire, d'où la chanson servait maintenant pour la divulgation. Et c'est pourquoi moi j'appelle ça une pratique de la socialisation. Donc, et puis, pire encore, quand j'ai observé ma société, j'ai compris que nous avions permis aux artistes de nous inculquer beaucoup des antivaleurs par la chanson. Beaucoup des antivaleurs par la chanson. Alors, je me suis dit, bon, comme c'était entré par là, les antivaleurs, vous voulez utiliser le même canal, nous allons maintenant inculquer des valeurs à toute la société. Comme moi, je suis dans le domaine politologique, donc ça sera un mécanisme qui va atteindre et les dirigeants et les dirigés. Et vous vous en sortez? Vous pensez que vous évaluez ça comment vous-même? Est-ce que le message passe? Le problème, c'est que la seule difficulté que j'ai, je ne vois pas la communauté me soutenir, me pousser d'aller de l'avant. C'est-à-dire, je souffre déjà des moyens pour produire ces chansons-là, pas en termes de composition. Là, j'en ai au-delà des 30 tubes. Mais jusque-là, je n'ai clippé qu'autour de 7 ou 8. Vous voyez déjà. Et d'ailleurs, j'ai arrêté à pouvoir composer parce que je sens que je suis en difficulté de clipper déjà ce que j'ai en audio. Et parfois, je n'ai pas été capable d'aller au studio pour enregistrer. Ce sont des cantiques que je démarre avec sur papier. Mais le peu de chansons que j'ai jamais sur des supports, quand les gens entrent en contact avec ces chansons-là, ils restent ébahis. Jusque-là, c'est ce qui m'étonne. Mais pourquoi les gens, une fois en contact avec mes chansons, ils restent fans? Mais pour m'accompagner, il y a une lourdeur. Mais pourtant, j'ai regardé tous ceux qui nous ont emballés avec les instanités dans la même pratique de la chanson, ils étaient carrément soutenus. Trouve des producteurs facilement. Facilement, des mécènes, vous sentez des autorités s'impliquer. Même si on est en train de chanter des bêtises, dans la chanson, c'est l'autorité qui a donné, c'est un député qui a donné, c'est un mécène, c'est un commerçant, ce sont des influenceurs qui donnent des moyens. Mais quand il faut maintenant valoriser ce qui est mon travail, qui a pour but de pouvoir contribuer à inculquer des valeurs, là, les soutiens n'arrivent pas. Au fait, c'est ça, mais en réalité, je donne des bons tubes et incontestablement, quand vous écoutez, par exemple, la problématique, parce que mes chansons sont des chansons que j'amène dans le chant tenant compte du contexte. Parce que récemment, je viens... Mais attendez. Je lance un message, surtout dans la diaspora, au Bazolanda Bisosika Oyo, c'est vrai, Bozo Lukabato, Bako Bunda, Ponamboka, qui peuvent résister, qui peuvent faire quelque chose pour changer Mboka. Mais voilà, Moutazui approche. En dehors, il y a Obiso Sala, Koloba la micro. Alors, il y a Zui qui a quand même micro, mais il chante. Il chante quoi? Valeur, raison oyo ya combat obinoboza na yango kuna ye azo yemba yango na nzembo. Par exemple, toko kolobake alt par exemple na tribalisme ezamabe ngana lobby. Mais focus à lobby, même chose, même message kenga mais yembi yango, parce que nous avons aussi ces côtés là lyrique, côté wana. Il y a l'Oyembo, quelqu'un a même dit dans le livre Mokalobi, l'Africain chante tango na libumu, tanga botami ayembaka, kokola na ye koyemba, kokufa na ye koyemba. Ça dit au fait la chanson est accompagnée par l'homme africain qui non a tombe na ye. Alors il y a qui na méthode wana, mais son problème justement, je connais Focus depuis longtemps, mais c'est l'accompagnement qui pose problème. Est-ce qu'il est possible, beau appuyer, je vais être clair,
Beau Pesaye Misolo, à Kota Studio, à Silisa plus de 30 Nzembo Azana Yango, à Bimise Yango, parce qu'ils ont toute une éducation, toujours le Kabakour à civisme, ils ont yate, éducation à la citoyenneté, mais voilà, il y a tout un cours Yango, est-ce que moi, ils ont été au Tchaloboko, Naba Kes Nabiso, To Pesaye Makoki. Je crois qu'à la fin, il donnera son numéro de téléphone, évidemment, beaucoup ko Bengaye pour Nakochaï Maboko, et c'est ça aussi le combat. Alors, Focus, nous refermons cette longue parenthèse. Je voulais seulement savoir, le 24 avril 90, quand Mobutu parlait là, comprenez mon émotion, il pleurait même. Tu étais où? J'étais à la maison. Je crois, j'étais à la maison en train de suivre la télé parce que c'était un événement de grande envergure ces jours-là. Alors, quand je vis, c'est un regroupement des oligarques, des grandes personnalités de la République. Dans la salle. Dans une salle. Et tous ces gens-là étaient, je dirais, des vassaux pour le président Mobutu. Mais ce qui m'a étonné, c'est de voir cet homme-là avec beaucoup d'émotion essuyer des larmes en ressortissant ces bouts de phrases. Comprenez mon émotion. Alors, on veut comprendre. C'était quoi le vrai mobile où Etindaki Mobutu a comme un point, il y a qu'au décréter multipartisme. C'est vrai que le Congo indépendant s'est achevé à un moment avec le coup d'État de 65. Mobutu prend le pouvoir, 25 ans de règne, pratiquement avec le monopartisme, le impère qui gérait l'État zaïrois à l'époque. Alors, qu'est-ce qui a été à la base? Il y a quoi Mobutu, stop. Katana monopartisme, c'est comme multipartisme et à 3, selon lui. C'était quoi le vrai mobile? Les vrais mobiles, nous devons les localiser dans des approches. La première, c'est la dynamique interne. La seconde, c'est l'approche du vent sur le plan international. C'est à cette époque que, dans l'entame déjà, quand vous regardez la République démocratique du Congo, qui devenait les Zaïre, vous comprenez? Exploitons seulement la sémantique de notre État. République démocratique du Congo. Tu vois déjà dans la sémantique, on reprend démocratique. Mais Mobutu déjà quand il arrive, il fait un coup d'État. Conscient qu'il était qu'un coup d'État n'était pas une pratique démocratique, donc il fallait nécessairement, pour ne pas être en contradiction avec la sémantique d'un État qui voulait se comporter démocratique, il était obligé de railler cette sémantique pour amener la sienne, les Zaïre. Tu vois, déjà dans sa démarche, dans sa philosophie, il était en conflit de par la nature, de par la source de son pouvoir. Il savait que je n'ai pas accédé au pouvoir par une voie démocratique. Donc, durant les 25 ans, le maréchal avait un problème de conscience. Mais effectivement, il savait déjà. Quand vous regardez, combien de fois il a tenté de pouvoir se remettre en cause pour qu'enfin, qu'il puisse tenter de pouvoir corriger cet élément, même par sa conscience, en organisant des parodies d'élections. Parce que le problème, c'est l'origine de son pouvoir. Il les sentait, il les savait. Mais il voulait corriger cela. C'est pourquoi cela lui a mené à pouvoir organiser
des parodies d'élections pour juste dégager le flou d'une réalité contemporaine dont, que ce soit cette dynamique interne, que ce soit au niveau international, des pratiques anciennes, des totalitarismes, des colonisations, c'était des pratiques rétrogrades. Il a fallu nécessairement se comporter en démocrate. Parce que la démocratie pour nous d'abord, les Africains, parce que dans mes chansons, il y a une chanson que j'ai intitulée cela, ça fait longtemps que j'ai abordé encore cette thématique. C'est pas pareil en démocratie, c'est pas pareil en démocratie, c'est pas pareil en démocratie, c'est pas pareil en démocratie. Et là, je suis en train de démontrer tout ce qui ne correspond pas avec une société démocratique. Quand vous prenez notre système de gouvernance, Mobutu qui accède au pouvoir, la démocratie doit être d'abord une culture pour un individu, pour une autorité. Mais quand vous regardez les parcours de Mobutu, quand vous regardez les parcours de tous ceux qui nous ont dirigés après l'indépendance, tout ce monde-là, personne n'a grandi, n'a vécu dans un système démocratique. Les Lumumba et consorts, les Kasavubu, les Mobutu, tous ces gens-là, ils n'ont jamais vécu dans la démocratie. Donc, la démocratie, c'était un luxe. C'était un luxe. C'était une nouveauté. Mais maintenant... C'est pourquoi Mobutu l'a combattu. Non, c'est-à-dire quelques années après. Au fait, moi, je suis dans une approche philosophique. Il n'a pas combattu la démocratie, mais il ne connaissait même pas de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que lui, il avait une culture qu'il a grandi avec. C'est-à-dire l'homme, pour parler de son culture, il faut examiner son instinct. Et son instinct crée des réflexes. Et les réflexes créent des aptitudes. Et les aptitudes créent ce que l'on appelle un comportement. Et ces comportements vous amènent à créer une culture. Mais dans l'instinct de Mobutu, il n'y avait pas une dose d'une démocratie. Mobutu, c'est quand même le fruit de la colonisation. Il est né en 1930. Donc d'où il va avoir cette donne démocratique? Mettons-nous à sa place. Il ne connaît pas. Il a grandi. Il n'a jamais vu. Donc, il n'a fait que reproduire son environnement, la colonisation. Voilà, naturel d'un chef coutumier, un chef traditionnel. Ce qu'il a vécu comme autorité, comment il s'est comporté, comment il vivait. C'est pourquoi il était en difficulté. Il était un homme qui ne pouvait pas faire autre que ce qui était en lui. Parce que, retenez, nous avons accédé à un système que nous avons rencontré dans notre parcours. Et nous étions novices. C'est pourquoi moi, je ne tiens pas tout ce monde en condamnation. Parce qu'ils ont été brisqués. Un changement brusque de leur nature avec une réalité parce qu'il fallait s'ouvrir au monde. Mais est-ce que le 24 avril 90, c'était également un changement brusque? Mais non. C'est-à-dire ici, la difficulté... La dynamique interne, voilà. Il y a le contexte international également. Voilà. On les pousse à une ouverture réelle. Chose que lui ne pouvait pas. Loin de ses habitudes. Loin de ses habitudes. C'est pourquoi il a dit, comprenez mon émotion. C'est-à-dire qu'ici, je suis en train de donner ce qui n'est pas de moi. Je suis obligé. Et il s'adresse à qui?
il s'adresse à ses amis oligarques. C'est avec douleur qu'il accepte cette ouverture. Mais comment, avec douleur, qu'il accepte cette ouverture, pendant que le maréchal a dit, je prends un extrait, seul devant ma conscience, Voilà. je décide de tenter à nouveau l'expérience du pluralisme politique au Zaïre. Voilà. Parce que C'était sa conscience. Parce qu'il sait que le pluralisme politique a déjà été tenté avec les gouvernements qui lui précédaient. Okay. C'est-à-dire que Lumumba et Kasavubu, il voulait encore tenter. C'est-à-dire pour lui, il voulait, dans son raisonnement, il croyait que le système dictatorial corrigeait les faiblesses d'une démocratie du régime passé. À cause des ordres Voilà. entre Lumumba et Kasavubu. Voilà, en fait, c'est ce qui a justifié même son coup d'État. Il trouve que c'est à cause de cette pratique démocratique qui sème les désordres, qui crée les déséquilibres dans la société. Donc, il faut un autre régime de fermeté pour mettre de l'ordre. Et c'est ça, au fait, sa position. Et il dit, je vais tenter encore. C'est-à-dire qu'il voit maintenant ce qui s'est passé ailleurs pour voir si la société... Et quand ces gens ici se sont brouillés, ils se sont brouillés parce qu'ils ne s'adaptaient pas aux principes démocratiques. Mais on continue. Le maréchal dit, nous sommes devant ma conscience, je décide de tenter l'expérience du pluralisme politique au Zaïre avec à la base les principes de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Alors, Phocas, est-ce que démocratie égale pluralisme politique? Pas forcément. C'est comme ça que Mobutu circonscrivait la situation pour dire que maintenant, chacun peut adhérer à la formation politique de son choix. Sur le plan politique, on peut parler démocratie. C'est pourquoi quand vous lisez, on parle de démocratie politique, et la démocratie directe, la démocratie semi-directe, la démocratie représentative, on parle de démocratie économique et sociale, on parle de la démocratie libérale, on vous parle même de la démocratie industrielle. Tu vois, la démocratie, c'est un champ très large, très ouvert, avec beaucoup d'axes. C'est toute une réalité que l'on ne peut pas considérer seulement un axe pour en définir. Oui, quand vous voulez parler de l'ouverture en termes de pluralisme politique, on sous-entend que lui, il était conscient qu'il avait instauré un système du parti unique. Et avec les partis uniques, il a créé des assemblées, conseils législatif, conseil exécutif. Voilà. Ça, les systèmes d'assemblée voudraient seulement que l'on puisse considérer que le pouvoir véritable, c'est la personne et l'individu du président de la République, et les restes des institutions sont des conseils, donc des instances consultatives. Pour l'accompagner. Pour l'accompagner. Tout simplement. Or, il est dans une logique qui le rend inconfortable de pouvoir considérer que il n'en sera plus jamais question que l'on considère un homme comme lui le détenteur du pouvoir, parce que la démocratie lui exige que le pouvoir devait être maintenant, selon Abraham Lincoln, l'apanage du souverain. Et parce que lui, Mobutu, dans l'approche dictatoriale, il s'est considéré, c'est lui le souverain premier. Maintenant, il est devant une réalité qui lui exige d'abandonner cette philosophie et de ramener le pouvoir au peuple. Que lui soit un représentant. C'est ça, au fait. Il réalise cela. Il dit donc, moi, aujourd'hui, en créant cette ouverture, je vais me dédouaner de tous ces pouvoirs que j'ai pour restituer cela. Parce qu'il avait confisqué les pouvoirs du peuple. Transformer d'autres pouvoirs en conseil. Voilà. En donc, ces lui, conseils, il fonctionnait comme c'était lui le détenteur du de pouvoir. tous les pouvoirs. Oui, de tous les pouvoirs. C'est ça les Donc, il n'y avait pas séparation des pouvoirs. Non, non, non,
lui, un dictateur n'est... Lui, il centralisait le tout. Il centralise Mais maintenant le tout. qu'il devrait considérer ce qu'il voyait comme des conseils législatifs et autres, maintenant comme de pouvoir à part entière. Non, lui n'est pas dans cette logique. La démocratie s'est définie, selon Abraham Lincoln, que les souverains premiers soient le peuple. Et non ces oligarques-là qu'il a créés dans les assemblées. Il faut prendre le pouvoir dans toute sa totalité, restituer ça au peuple. Et vous qui êtes dans les institutions, que vous soyez les représentants de ces peuples-là. C'est ça, en fait, la démarcation. Il faudrait nécessairement que Mobutu et ces oligarques-là, qui étaient ses conseils dans le système des institutions d'assemblée, ils devaient nécessairement ces jours-là comprendre que Mobutu appellerait parce qu'il se sentait en train de décider de se dédouaner du pouvoir politique réellement pour déposer ça chez les souverains. Et qu'ils ne seraient que des représentants. Mais les véritables souverains deviendraient le peuple. Mais le maréchal a dit que devient le... Je parlais de tout, mais je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Je vous annonce que je prends, c'est vrai que le chef est au-dessus de la mêlée, c'est l'arbitre, voilà, il est vraiment au sommet là, les souverains. Je vous annonce que je prends ces jours congé du mouvement populaire de la révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Et on était là devant la télé, on a tous vu Mobutu qui arrête de parler et finalement Mobutu pleure. Voilà, il pleure. Donc il comprend qu'il y a un mécanisme qu'on va instaurer. Il n'a pas fini sa phrase. Voilà, il n'a pas fini, mais fait la suite logique et est observé par des faits. Il dit, finalement, on va donner le pouvoir au peuple qui va décider pour se choisir un chef. Mais Foucasse, quand Mobutu a pleuré, la salle commençait à chanter. Nous sommes tous derrière notre guide. Qui est notre guide? Mobutu Sese Seko Kukumbendo, libérateur, pacificateur, etc. Montrait qu'il y avait un problème de feeling, de connexion. Mobutu pleure, mais l'assistance, au fait, ne l'a pas accompagné en pleurant. Mais est-ce qu'ils n'ont pas compris le message à ce moment-là? Mais pourquoi il a pleuré? Il y a des choses. La première chose, on ne voulait pas les regarder dans cette attitude. Parce que c'était leur guide. C'est leur souverain. On ne peut pas voir les guides pleurer. Voilà, on ne peut pas voir les guides pleurer. Donc, il faut le mettre dans des conditions, dans un environnement qui lui sort de cette atmosphère-là. Tu vois, ça c'était d'abord la première chose. Mais aussi, il considère que cet oligarque, notre chef, ces oligarques-là, considèrent que notre chef, aujourd'hui, nous donne une autre donne. C'est-à-dire que nous cessons d'être ces sujets. Nous cessons d'être ces conseils. Maintenant, le jeu est ouvert. Parce qu'il continue la phrase pour dire que nous donnons l'opportunité, vous et moi, au peuple de se choisir ses autorités. Donc, et dans leur personnalité, ils se sont sentis livrés dans un exercice qu'ils ne pouvaient pas imaginer comment devenir chef. Parce que Mobutu, il était Sese Seko Kungwendo Wazabanga, c'est pour signifier toute une éternité. Et puis, sur le principe du parti-État, le MPR, qui était les partis confondus à l'État, ces organes étaient les organes étatiques. Alors, c'est Mobutu qui pilotait, c'était lui le... Vous naissez, vous êtes du parti. Alors, quand Mobutu dit, je me prends congé du mouvement populaire de la Révolution confondu à l'État pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire dans l'organisation, tout ça. Mais Mobutu concevait quelle notion? Qu'il fallait avoir deux chefs ou lui céder sa place à un autre? Non, il se sentait déjà devant cette réalité que lui ne demeurait plus le souverain primaire. En fait, c'est ce qu'il a réalisé. Et c'est ce qu'il a fait plaisir. Donc Mobutu a fait un coup d'État, Mobutu? Non, Mobutu... Ce jour-là? Non, il n'a pas fait un coup d'État. Il donnait maintenant l'ouverture à une démocratie. C'est-à-dire qu'il a décidé de se présenter comme... Non, mais le fait de renoncer
à la tête du MPR, et c'est fini, vous n'êtes plus président. Effectivement. Les présidents du MPR et des droits présidents de la République du Voilà, Zaïre. voilà. Quand tu dis que tu prends congé du mouvement populaire de la Révolution, c'est-à-dire que tu prends également congé du Zaïre. Mais coup d'État, c'est clair, un coup d'État n'a de sens que si cela viole les principes du pacte social. Tu vois? Parce qu'on vous dit que pour accéder au pouvoir, dans une démocratie, il faut être élu. Mais Mobutu, lui, il était président de la République tout simplement par le fait qu'il était président de l'Impère. Oui. Vous comprenez? Donc, il était déjà en contradiction avec une société moderne, une société traditionnelle, démocratique. Donc, il fallait nécessairement qu'il réalise qu'en prenant cette décision, je suis en train de vouloir me dédouaner de la charge de ce que j'ai toujours présenté comme les souverains primaires. Ici, aujourd'hui, ça va s'arrêter. Donc, le pouvoir va rentrer au peuple et le peuple va décider pour donner à la nation les chefs, l'autorité de sa volonté. Ça ne sera plus ma volonté de pouvoir rester éternellement CCCO. Non. C'était de l'arme de crocodile ou de l'arme? Non. Moi, j'ai toujours considéré que c'était de l'arme de conscience. C'est-à-dire que l'homme qui réalise que, effectivement, je suis obligé de sortir de ma peau pour créer une ouverture. Mais, nécessairement, on regrette. Contre son gré, finalement. Voilà, contre son gré. Alors, Phocas, parlons de la compréhension nationale de la démocratisation. Est-ce que le peuple zaïrois à l'époque, congolais aujourd'hui, avait-il compris le message, compris ce que c'est la démocratisation, le fait pour Mobutu, par exemple, d'ouvrir les vannes de la démocratisation dans les pays, parce que la presse rapporte que le même jour, juste après le discours de Mobutu, chacun fouillait un peu dans ses valises pour sortir sa belle cravate, comme Phocas Mobutu Mtalati, cravate naïe, banabasi bake babimi, parce que les MPR, exactement comme les talibans en Afghanistan. Alors, Moutala ta pantalon, tout ça, misi ba jean, misi ba pantalon, ba cravate et bimi. C'était ça la conception de la démocratie. Est-ce que ces peuples-là avaient-ils compris? Non, c'est-à-dire que si Mobutu a pleuré parce qu'il avait conscience, ouais. Est-ce que le peuple? Oui, le peuple a compris qu'il y a un message qui est lancé d'ouverture, et cette ouverture annonce notre liberté. Parce que la démocratie met en avant-plan, comme valeur, la liberté. Donc, le fait d'aller chercher sa cravate, que l'on gardait à la maison, juste parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que nous puissions mettre. Ce n'est pas moi qui ne veux pas que je puisse mettre ma cravate, bien que je l'ai acheté. Mais je perds de quelqu'un qui a refusé. Tu vois? Il y a un maître absolu. Donc, il y a un Léviathan. Parce que moi, mon père me disait que ce qui est compliqué avec Mobutu, que même si tu es dans ta toilette, il est présent. Quand vous parlez le mal de lui, quand vous sortez, on vous arrête. Donc, c'est-à-dire que le peuple a compris qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette omnipotence de cet homme. Et donc, il nous a donné l'ouverture, nous sommes maintenant libres. Mais dans cette liberté, on n'a pas compris qu'il nous a menés carrément dans un système de gouvernance. L'acte posé par les citoyens de pouvoir aller chercher des cravates, c'était lié à un aspect de la liberté. Et c'était la prolifération des partis politiques. Voilà. Est-ce que c'est ça la conception même? Non. C'est pourquoi j'ai dit que quand on parle d'un processus, parce que maintenant, il y a la démocratie comme système de gouvernance, mais il y a un processus pour atteindre la démocratisation. Donc la démocratisation elle-même, déjà, c'est un processus pour atteindre la démocratie. C'est-à-dire que vous quittez d'un point pour aller à un autre point. Alors, le processus que vous allez suivre ici, dans les parcours,
vous ne commencez pas directement avec l'idéal qui est la démocratie. Non, c'est l'objectif à atteindre. Il y a un travail de titan culturel qu'il faut mener, légal qu'il faut mener. Il faut des lois démocratiques. Il faut une culture démocratique. Il faut des réflexes démocratiques. Il faut l'instinct démocratique. Il faut que vous ayez l'esprit d'ouverture en connaissant les notions. Ce qui n'a pas suivi à l'époque, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les gens ont accédé dans une dynamique, non, je voulais dire, les gens ont accédé, ils ont embrassé un système, mais sans pour autant faire des efforts pour examiner les revers et les contours de ces systèmes-là. Parce que, par exemple, vous avez dans les parcours du processus démocratique plusieurs systèmes qui sont des dérivés de la démocratie. Vous en avez, par exemple, anocratie, vous avez oligarchie, vous avez timocratie. Il y en a beaucoup, ce sont des dérivés. C'est-à-dire que quand vous commencez les processus, il faut respecter les normes, les règles, les principes pour arriver à une démocratie. Mais comment vous évaluez le processus de démocratisation zaïrois? Mais non, le processus est entaché de beaucoup d'irrégularités, manque de respect des principes démocratiques. C'est pourquoi nous tombons toujours, au lieu d'aller vers la démocratie qui est l'idéal, mais nous tombons dans les dérivés de la démocratie, tels que par exemple l'oligarchie. L'oligarchie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez cette ouverture de considérer que plus jamais on a un Léviathan qui serait un individu qui détiendrait tous les pouvoirs. Mais il peut créer une ouverture en créant des partis politiques. Qui seront les initiateurs de ces partis politiques? Ce sont, quand vous regardez bien, ce sont les hommes de ces assemblées-là. Les sujets de Mobutu, entre guillemets. Tous ceux qui étaient dans les ensembles, dans les institutions que Mobutu avait créées. Dans les MPR. Dans les MPR, ce sont eux qui sont devenus des créateurs des partis politiques. C'est-à-dire que ici, cette ouverture a permis une certaine classe, une catégorie des individus. C'est-à-dire que ceux qui étaient des sujets de Mobutu, ceux qui étaient des vassaux, ils deviennent maintenant des initiateurs des partis politiques. Mais qu'est-ce qui explique ce déviationnisme, justement? C'est-à-dire, on lance un truc, on lance un processus de démocratisation, on tape à côté. On tape à côté parce qu'on ne maîtrise pas les b.a.-ba. Mais qu'est-ce qui devait être fait le 24 avril pour que nous gardions, parce que nous n'étions pas le seul, hein? Il y avait les Zaïre, il y avait le Bénin, il y avait le Congo-Brazza, c'était un vent pratiquement en Afrique. Mais qu'est-ce qui fait que les Zaïre a tâtonné un peu, a balbutié c'est l'effet de la nouveauté. Dans son départ. C'est l'effet de la nouveauté. C'est comme Jacques qui achète une voiture à son fils. La voiture est là. Le papa a déjà disponibilisé la voiture. Et c'est pour autant pour l'enfant de prendre cette voiture et de mettre la clé et partir. Il va faire un accident. Donc maintenant, il y a un travail. Parce que la voiture est déjà là, il faudrait que l'enfant puisse maintenant apprendre à connaître comment fonctionne la voiture, qu'est-ce que la voiture exige pour que cela soit réellement un instrument pour ma mobilité. Sinon, ça devient un cercueil qui va certainement vous enterrer. C'est la même chose, quoi. Mobutu a donné une ouverture. Mais il a fallu que cette ouverture-là, que la collectivité puisse comprendre que c'est une ouverture à un système. Mais quelles sont les exigences de ces systèmes-là? Mais déjà à l'époque, il y avait un terme qui revenait souvent. Démocratie et quand même un changement. Il y a même des gens qui en ont fait pratiquement
échéance à Vina Bango, Narobal attend au changement Kobanda. Donc changement et bandit. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, même pour les analphabètes, dire que la démocratie égale les changements? La démocratie produit les changements ou amène les changements? En réalité, oui. Pourquoi? Parce que la démocratie prône des valeurs. Et ces valeurs, c'est l'équité. Ces valeurs, c'est la liberté. C'est l'intégration, c'est le développement. Non, mais les changements dont tu es question ici, tu bandolia bien, tu bandolia 3 fois par jour, on le disait déjà à cette époque-là. Non. Ceux qui t'ont bandit démocratie, collier comme une balamissa, on a retenu. Parce que on était ignorant de ce que voulait la démocratie. Ça n'avait rien à voir. On ne connaissait pas parce que la voiture était là, mais on ne savait pas par où commencer. Mais on voulait conduire. C'est pourquoi la voiture nous a amenés à nous cogner. Si on savait qu'il faut d'abord connaître ce que c'est les pédales, et puis l'embrayage, et puis les freins, il faut savoir les niveaux d'huile, il faut mettre où l'eau dans les réservoirs, ainsi de suite. Connaître quand il faut clignoter à gauche, connaître quand il faut clignoter à droite. Tout ça, ce sont des exigences pour faire de la voiture un instrument qui vous amène à une bonne mobilité. Mais quand vous n'observez pas, parce qu'à chaque création, telle que lui, cette ouverture, il nous a donné, mais la notice, pour nous informer l'usage de ces systèmes qui arrivent, c'est là où la collectivité n'a pas suivi. On n'a pas lu la notice. Nous avons raté le décollage. Voilà, on n'a pas lu la notice qu'exige cette ouverture. Alors, avant de passer à un exercice, une question. Mobutu décrète, seul devant sa conscience, la démocratisation du Zaïre, le 24 avril 90. Est-ce qu'il faut consacrer Mobutu comme le père de la démocratie congolaise ou zaïroise? Ou c'est Étienne Tshisekedi, les 13 parlementaires dans leur combat de l'UDPS depuis 82, finalement, à qui appartenait la paternité de la démocratie au Zaïre? Ni l'un ni l'autre. D'abord. Ouais. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où nous voulons parler nécessairement de l'histoire du Congo. Oui. Et l'histoire du Congo ne commence même pas avec Mobutu, ni avec Étienne Tshisekedi. Okay. Les deux ont trouvé un État qui s'appelait sémantiquement déjà République démocratique du Congo. Et puis en plus, ils ont trouvé un système de gouvernance, des multipartismes, des institutions classiques. Ils ont trouvé ça. Mais comment ceux qui viennent trouver un système démocratique déjà installé deviendraient des pères de ces systèmes-là? C'est illogique. Mobutu a fait un coup d'État. Donc, il a rompu un système qui existait, qui était démocratique. Mais comment il devient père d'une démocratie? Comment il peut devenir père? Parce que le père doit enfanter. Mais lui, il n'a pas enfanté. Il a même tué la démocratie pour instaurer un système dictatorial. Mais il peut être au moins appelé père de la dictature. Ça aurait des sens. Parce que c'est ce qu'il a fait naître, qui n'existait pas. Et par lui, il en était le premier. Tu vois? Et c'est dans ces systèmes-là qu'on vient retrouver M. Étienne Tshisekedi comme acteur dans un système dictatorial. Il évolue après, à un moment donné, il s'oppose à un système dictatorial qu'il a trouvé, ces systèmes-là assassins d'une démocratie. Vous voyez déjà que c'est tellement lointain qu'on ne peut pas accorder à M. Étienne Tshisekedi la paternité de la démocratie. Sinon, que dirons-nous alors de Lumumba, de Kasavubu, de tous ceux qui étaient les premières artères de la société démocratique que nous avons connue? Qui seront-ils si la paternité devenait l'apanage de M. Mobutu et de M. Tshisekedi? Mais j'ajoute ici, je suis en train
de retrouver justement ces tribunes d'Aristote Ngarimé, le kabyliste, qui dit que non, Mobutu, le 24 avril, n'a fait que lancer, mais il n'a pas su exploiter ces processus. Mais c'est Joseph Kabila qui est venu matérialiser avec l'organisation, à 3 reprises d'ailleurs, des élections dans notre pays. Alors, c'est Kabila finalement qu'il faudra ascenser. Non. La paternité de Kabila ne sera pas une paternité démocratique. Parce qu'il peut-être on peut l'accorder. Kabila matérialisé. On peut l'accorder la paternité des élections pluralistes. Parce que Mobutu ne faisait que organiser des élections, en fait, une parodie, comme on l'a toujours dit, qui n'avait même pas de sens. Parce que quand on vous dit déjà élection, c'est-à-dire qu'on vous met devant des choses ou bien des personnalités à choisir. Et il faut qu'on exerce le choix. Mais quand vous n'avez pas le choix, on vous dit que vous devez voter vert. Donc il n'y a pas de choix à opérer. Et ça ne s'appelle pas démocratie. Ça ne s'appelle pas aussi élection. Mais quand Kabila arrive, il ne peut en aucun cas être appelé père de la démocratie. Pourquoi ? Son père à lui, Laurent Désiré, il était en exil, chassé par Mobutu. Or, le système d'où vient M. Laurent Désiré Kabila était déjà un système démocratique. Mais maintenant, comment son fils va venir devenir père de la démocratie? Si déjà son père était dans une démocratie. Mais lui, le fils, comment il serait père d'une démocratie? Donc, tu vois déjà, ce sont des propos que moi je considère beaucoup plus militantistes. Voilà, je retrouve Aristote Ngarimé qui dit le 24 avril 1990 était une date exprimant un vœu, un souhait du maréchal Mobutu pour la démocratie, mais la matérialisation de la démocratie, c'est avec Joseph Kabila Kabange. Non. Et moi, j'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'histoire. Et il faut restituer l'histoire à sa place. Kabila est fils de Laurent. Laurent était militant dans un système démocratique. Mais comment dirions-nous que Kabila serait le père de la démocratie? Parce que la démocratie a existé pendant que lui était encore dans les entrailles de son père. Son père était militant d'une démocratie. Lumumbiste. Okay. Et ils étaient déjà dans la dynamique démocratique. Et quand le coup d'État arrive, ça lui permet d'aller maintenant en exil. Et de l'exil, il naîtra un monsieur qui s'appelle Joseph Kabila. Donc comment il peut être maintenant appelé père d'un système que son père a vécu? Alors, pendant que lui était dans les entrailles. Un exercice. C'est impossible. 2 forces de la démocratie congolaise, 2 faiblesses. Ça peut passer. Qu'y a-t-il de possible? 2 faiblesses. D'abord, la démocratie a un but qu'elle poursuit. C'est le développement. En tout et pour tout. Tout ce que vous voulez pour que la démocratie puisse être considéré utile dans une société et une réalité, il faut atteindre l'objectif ultime, c'est le développement. Mais quand vous regardez aujourd'hui, à la place de la démocratie, et parce que quand on parle du développement, c'est question d'entrer dans une dynamique, de pouvoir comprendre que ici, nous sommes dans une société où les droits, l'équilibre est respecté. Mais ici, quand vous regardez notre société dans la faiblesse, les acteurs, jusqu'à la preuve du contraire, les acteurs politiques ne sont pas réellement des représentants du peuple, mais c'est un groupe des oligarques qui se constituent au sommet, qui confisquent tout, et les droits politiques, et l'économie, et les finances.
c'est un groupe d'individus. Vous allez le voir, bientôt ils seront au stade. Vous verrez que c'est un groupe d'individus. Et c'est ces groupes-là, l'Union sacrée, et une partie qui serait aussi dans l'opposition, tous oligarques. Ce sont ceux-là qui sont les détenteurs du vrai pouvoir, au lieu que ces pouvoirs-là soient reconnus aux souverains. Ce sont ceux-là qui sont les détenteurs de l'économie nationale. Ce sont seulement eux qui ont l'argent. Et ces groupuscules-là, ils ont l'ascendance sur le peuple. Donc la démocratie congolaise n'a jamais produit le développement. N'a jamais d'abord restitué le vrai pouvoir aux souverains. Okay. Alors, il y a d'abord la confiscation du pouvoir. Contentons-nous de ces deux faiblesses. Alors prenons les forces. Il y a quelque chose de positif. Les forces ici, c'est cette ouverture du multipartisme. 400 partis politiques environ. Voilà. Mais c'est trop. Oui, c'est trop. Et ça, c'est un autre débat. Mais déjà, c'est une ouverture que nous pouvons considérer qui a pris des racines et personne alors ne peut en douter. Si on peut nous examiner, nous. Au cours d'une interview, Bobi Ladawa, l'épouse de Mobutu, disait Nazana Brazzaville, Nazota Labino, Nazota la télévision, Focus, Nebazolo, Banaba TV Kuna, Nazomona Ndenge Batouazolo, Banamokonzi, Nebatu. Te ezaka bongo te na mboka soki mokonzi alobi asa lobby batuko discuter ko welana. Elle était scandalisée. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la démocratie est même peu désordre? Les gens s'adressent au chef comme son ami, leur ami, Batouazoloba. Tu sens des sens Souaneza Lissousté, on avait peur, ou tu rappelais un gros de Mobutu. Même dans installation, Moutou Akei, mais il est seul, mais simplement l'effigie à Maréchal vaut sa présence. Mais aujourd'hui, on a désacralisé. Au fait, c'est ça la liberté alors. Tu vois? Au fait, l'homme, dans tout ce qu'il a cherché dans son existence, l'homme avait besoin de la liberté. Tous les systèmes qui ont précédé la démocratie, c'était des systèmes qui mettaient l'homme dans des conditions de privation de liberté. C'est pourquoi, quand tu vois l'homme embrasser cette liberté, il en embrasse à gogo et puis en désordre. Ça devient ce qu'on appelle libertinage. Parce que c'est vraiment la soif qui l'anime. Aucun système n'a donné cette ouverture. Mais au moins, nos systèmes traditionnels n'avaient pas donné de la liberté. C'était des restrictions en restrictions. Mais on obéissait parce qu'on craignait les chefs. Ici, il y a le fait de craindre les chefs et de respecter les chefs. Dans la démocratie, on nous exige le respect du chef, mais on ne peut pas les craindre parce qu'on suppose que ce n'est pas lui le souverain primaire. Le primaire, c'est nous, le peuple. C'est cet inverse-là. C'est-à-dire que le pouvoir que lui, le dictateur, détenait, il n'en a plus. C'est les souverains maintenant qui est les détenteur de ces pouvoirs que lui détenait. Alors, nous voulons... Donc, il ne peut plus considérer que c'est lui qui mériterait toutes sortes de considérations, même s'il serait dans le faux. Non. Alors, nous concluons. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le journaliste Freddy Moulongo, Moukena, de Réveil FM International, qui affirme, il a affirmé en 2021, quand il dressait justement le bilan des 31 ans de la démocratisation du Zaïre ou de la RDC, il dit que Félix Tshisekedi est un dictateur qui cache bien son jeu. Il a adressé à sa manière, il dit qu'aujourd'hui, 31 ans après, quel recul pour la RDC ex-Zaïre, les journalistes sont victimes des interpellations et arrestations arbitraires. Seul l'UDPS, parti familial de Chilombo, ont droit aux meetings et marches dans les pays. Les élections sont frauduleuses. Et voilà ce que dit Freddy Moulongo. Déjà, vous pensez qu'avec Tshisekedi on avance, on recule? Non, déjà, vous savez que Tshisekedi entre au pouvoir par un mécanisme qui n'était pas démocratique. Lequel? L'arrangement africain, les compromis africains.
ce n'est pas recommandé pour une démocratie. Déjà l'entame de son accession au pouvoir déjà indique que la démocratie n'a pas été respectée. Et lui, il doit en être conscient. Mais Phocas, est-ce que la démocratie, vous êtes de Sciences Po, vous êtes des ingénieurs de la société, pourquoi ne pas inventer un système propre à nous? Est-ce que la démocratie n'est pas une recette importée? Et ces royaumes Congo, c'est Lunda, c'est Luba qui vivaient à l'époque, mais c'était quand même des sociétés organisées, c'est pourquoi non? moi je suis d'avis. Moi je suis contre ceux qui disent qu'il devait y avoir une démocratie en occidental, une démocratie en africaine, une démocratie en Asie, une démocratie... Non. Moi je crois que la simple chose que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons observer notre société, connaître nos problèmes, connaître nos forces, nos potentiels, et nous créons un système de gouvernance et nous donnons un nom à ce système-là. Cela ne nous est pas interdit. Qui nous a obligés? Est-ce que vous avez déjà entamé des recherches comme ça? Mais oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de recherches, je crois que le professeur qui m'a toujours inspiré, qui m'a toujours révolutionné dans ce sens-là, le professeur Bongeli, qui a toujours abordé dans ce sens-là. Nous avons nos problèmes, nous avons nos réalités. Parce que chaque État a sa géographie et chaque État a son économie. Chaque État a son personnel. Donc, qu'est-ce qui nous manque, même en termes des idéologies? Vous comprenez? Si nous devons créer notre système, au lieu, chaque fois quand nous faisons des trucs qui ne correspondent pas avec la démocratie, nous disons que c'est la démocratie en Afrique, africaine. Non. Créons carrément notre propre système et créons aussi nos propres idéologies. Par exemple, des partis politiques qui naissent ici, qui vous disent que nous sommes des socialistes ou sociodémocrates. Vous les devenez comment? Parce que les socialistes existent à l'Occident par le fait d'une réalité vécue. Il y avait, d'une part, les ouvriers et de l'autre côté, Donc ce sont des doctrines, de courants sortis de par leur expérience. L'expérience. Et nous avons une expérience à nous qui n'a rien à voir avec le socialisme. Le socialisme est né d'un conflit entre les patrons et son ouvrier. Et nous avons ces conflits-là. Est-ce que nous naissons par le fait de ces conflits-là? Est-ce que notre problème est celle-là? Et celui-là? Non. On vous dit qu'il y a des partis ici qui seraient des partis de la droite, qui n'ont même pas de patrimoine en termes de capital. Parce que quand on vous dit que parti capitaliste, libéral, c'est-à-dire que ce sont des réalités du vécu. Quand on vous parle des bourgeois, ils existaient bourgeois. Ils avaient des capitaux, ils avaient des concessions et ils militaient, ils donnaient des philosophies. Comment pérenniser ça? Donc l'Africain doit sortir de son il a ses problèmes. Ouais, il a ses problèmes. Il doit terroriser. Il doit terroriser et donner des concepts qu'il faut dans la démarche de pouvoir vivre et faire avec ce qui est naturel à lui. Ici, quand nous mimons... 33 ans après. Non. À l'heure actuelle, nous sommes dans la dérivée de la démocratie. Parce que le peuple n'a pas encore, jusqu'à la preuve du contraire, pris l'impérium de son pouvoir. Ce n'est pas le peuple qui décide ici au Congo et en général en Afrique. Ce sont des compromis, des oligarques. Et ça, on n'appelle pas ça démocratie. Tous ceux qui sont aujourd'hui détenteurs du pouvoir, entre guillemets, ce sont des copains et copines d'un chef qui se met comme lui le Léviathan et qui se partage
Donc vous donnez raison à Chirac qui a dit que la démocratie est encore un luxe. Un luxe pour mais oui, l'Afrique. Et on n'a même pas besoin de cette démocratie. On a besoin de créer nos propres systèmes de gouvernance qui s'adaptent à notre culture, à nos réalités. C'est un travail que nous devons faire. Nous devons créer nos propres idéologies. Nous, on est socialistes en quoi? Voilà. On est libéraux comment? On est capitaliste comment? Sans capital, sans bourgeoisie. C'est la fin de notre entretien. Parce qu'aujourd'hui, je voulais atterrir par là. Oui. Vous savez, quand on parle de la démocratie sociale, on doit nécessairement voir cet équilibre dans la société. La redistribution. Okay. Ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une situation de déséquilibre, même de la rupture entre les dirigeants et les dirigés. Et ils vivent une certaine vie et la société est en train de souffrir piteusement. Donc, c'est-à-dire que la société déjà est divisée. Or, la démocratie ne peut pas amener cette réalité des casques. Non, la société doit être équilibrée. Et surtout, l'effort doit être orienté vers le peuple parce que c'est lui le vrai souverain. Mais la confiscation du pouvoir par un groupe d'individus ne s'appelle pas démocratie, ça s'appelle oligarchie. Quand vous avez une économie démocratique appelle à l'interventionnisme de l'État juste pour réguler. Mais quand vous regardez aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Prenez par exemple les Libanais qui viennent pour faire leur business ici. Mais tout ce qu'ils font est à l'encontre de la régulation. Mais ils ne sont pas inquiétés. Ils vont payer comme ils veulent. Ils se comportent comme ils veulent. Ils mettent des prix comme ils veulent. Et il n'y a personne pour réguler. Or, la démocratie économique veut que l'on puisse voir un État qui régule tout ça. La démocratie doit être aussi compris que c'est une vision industrielle. Okay. Mais est-ce qu'au Congo, pouvons-nous parler d'une démocratie industrielle? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre réalité. Voilà. Focas Koukelemena, merci. D'une démocratie libérale. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous le dirons prochainement. Comprenez mon émotion. Voilà. Nous sommes obligés de conclure ici. Ouais. Et voilà, il était question des 33 ans de la démocratisation de la République démocratique du Congo. Nous sommes référés à ces discours historiques du maréchal Mobutu du Zaïre. C'était le 24 avril 1990. Et voilà, aujourd'hui, ça fait exactement 33 ans. Mobutu ouvrait le van de la démocratisation dans les pays. Quel parcours, quelle évaluation faisons-nous? Et voilà, nous étions avec le politologue Focas Koukelemena. Et je crois que la conclusion, la meilleure d'ailleurs, c'est vous qui la faites chez vous. Merci, au revoir. Est-ce que Tshisekedi Salima B Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Kokata amitié na Kagame. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo.